Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau dans cette séance de français. Et j'ai vraiment le plaisir de présenter cette séance avec Madame Honorina Bottesa. Elle nous va parler des écrivains francophones, c'est-à-dire des écrivains qui écrivent en langue française, des écrivains romains qui écrivent en langue française. Et ça, c'est très intéressant. Elle est maître de conférences et directrice du Centre de recherche linguistique interculturelle à la Faculté de langue et littérature étrangère, Université chrétienne Dimitri Cantemir. Vous voulez pardonner ma prononciation Oh, c'est très bien. de Bucarest. Ayant une double formation en langue et littérature française et anglaise et en droit, elle est traductrice autorisée de l'anglais et du français juridique. Elle a participé à de nombreuses conférences, a publié nombreux ouvrages et articles portant sur les études imagologiques et culturelles, comme l'image de l'étranger de la littérature nationale, et encore, en ce qui concerne la terminologie juridique, dictionnaire des termes juridiques romain-anglais et anglais-romaine. Et donc, nous avons alors le plaisir de l'écouter. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai choisi un sujet assez intéressant. J'ai vu que ça pose une difficulté de les dénommer chez nous aussi. On ne s'est pas encore mis d'accord comment on les appelle, ces écrivains. Ce sont des écrivains roumains francophones, ce sont des écrivains franco-roumaines, ce sont des écrivains roumains d'expression française, etc., etc. Il y a plein de propositions là-bas. Donc, le titre, voilà, de mon exposé. Hop, je ne vois plus rien. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, dites à revoir. Nous voyons. Voilà, ça s'intitule Les écrivains français d'origine roumaine. Je vais parler de la question de la terminologie tout d'abord, puis la question de l'histoire, pour mieux comprendre pourquoi les écrivains roumains ont choisi de s'exprimer en français, de quoi ça vient, qu'est-ce que ça nous donne. Et puis, je vais vous présenter quelques exemples des écrivains nés en Roumanie qui ont choisi le français comme langue d'expression. Donc, commençons par le sujet central. Qu'est-ce que c'est que la littérature? L'encyclopédie Larousse nous dit que c'est un ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Donc, si la littérature désigne l'ensemble des œuvres écrites et aussi orales, auxquelles on reconnaît une finalité esthétique, le phénomène littéraire est universel, propre à toutes les époques de l'histoire et à tous les peuples du monde. On pourrait ajouter que la littérature d'un peuple est le miroir de son image culturelle et qu'au fondement de la littérature se trouve la connaissance de soi d'un peuple. Donc, le concept de littérature nationale lié à la langue nationale apparaît vers la fin du XVIIIe siècle et désigne en général une littérature écrite dans une même langue et véhiculant une identité nationale connotée positivement, bien sûr. Donc, on peut dire littérature romaine, littérature italienne, littérature française, etc. Il a été illustré notamment par Herder et le romantisme allemand, au critère en lui-même fort contestable d'une seule langue nationale. On a presque toujours à différents degrés mêlé les éléments ethniques, psychologiques et surtout politiques. Donc, si la question des liens entre littérature et nation reste d'actualité, le terme de littérature nationale en tant que tel
paraît quelque peu dépassé pour ce début du XXe siècle. Voilà les idées de Herder qu'il apporte à cette réflexion littéraire apparaissent dès les premières œuvres de critique. Il a écrit sur la nouvelle littérature allemande, tout en apportant l'idée de littérature nationale qui naît d'une langue nationale, d'une nation. Alors, est-ce la littérature nationale liée à la langue? Prenons un exemple. La Belgique est un pays jeune où coexistent plusieurs langues. Le français et le néerlandais, flamand, mais aussi l'allemand, le wallon et plusieurs dialectes. La question de savoir s'il existe une littérature belge rassemblant les auteurs s'exprimant dans ces différentes langues fait débat chez les spécialistes. Pendant longtemps, on a simplement considéré que les auteurs belges francophones participaient à la littérature française et les auteurs néerlandophones à la littérature néerlandaise. C'est ainsi qu'on a pu étudier en France Henri Machaut ou Georges Simenon, tout en ignorant qu'il était belge. On parle même parfois de littérature française de Belgique. La situation des écrivains belges francophones est assez complexe dans la mesure où il est impossible d'ignorer le contexte linguistique dans lequel il écrivait. Ainsi, au XIXe siècle, le français était considéré comme la langue de l'élite en Belgique, le flamand étant délaissé. Ce qui explique qu'un certain nombre d'auteurs belges francophones avaient en réalité le flamand pour langue maternelle. Parmi les plus célèbres, on pourrait citer Maurice Maeterlinck et Louis Varin. Mais écrire en français, c'est aussi écrire dans la langue du pays voisin, un pays possédant une longue histoire littéraire et des institutions fortes. En effet, la Belgique est un pays relativement jeune, 1830, et au moment où sa littérature se constitue, la littérature française est-elle solidement établie. De fait, écrire en français en Belgique pose un certain nombre de questions sur le public auquel sont destinées les œuvres. L'écrivain belge francophone s'adresse-t-il seulement aux lecteurs belges francophones? Mais alors son public est d'emblée réduit. S'il veut s'adresser au public français, voire à l'ensemble des locuteurs du français dans le monde, il a tout intérêt de publier à Paris. La capitale française domine en effet largement le champ littéraire francophone. Pour y être publiés, les auteurs belges peuvent choisir de gommer leurs spécificités et de se fondre dans la littérature française ou au contraire de mettre en avant leur altérité et de cultiver cette différence. Voilà, c'est une situation qui est à peu près similaire avec la situation des auteurs roumains qui publient à Paris. Et pour en aller plus loin, prenons un exemple de Nicolas Ancion pour mettre en contexte cette relation franco-belge. Dans une de ses nouvelles, Nicolas Ancion, écrivain, évoque avec beaucoup d'humour et un certain cynisme cette relation pour moi difficile entre la France et la Belgique. Un membre éminent de l'Académie française en visite à Bruxelles se fait enlever par deux activistes qui le malmènent, le terrorisent et le forcent notamment à lécher toutes les pages du dictionnaire. Leur revendication, liberté à la langue. Prenons un autre exemple. Maintenant, on est au Canada. Et c'est Gilles Marcotte qui, en participant à un congrès sur le thème où en sont les littératures nationales, qui disait « Il existe chez nous une littérature contemplée autrefois canadienne, puis canadienne-française,
et que veut maintenant nommer québécoise. On en parle aussi parfois comme d'une littérature nationale. Pas très souvent, car l'expression a quelque chose d'un peu embarrassant. Elle désigne à coup sûr une littérature mineure, ce qui n'est pas déshonorant, mais qui se donne de grands airs pour faire oublier sa situation d'infériorité. Il n'y a rien de tel qu'un drapeau pour couvrir les manques, les faiblesses. Parle-t-on aujourd'hui en France d'une littérature nationale? Non, bien sûr, parce qu'on n'en a pas besoin et parce que l'expression même a dans l'histoire des idées, des connotations assez malheureuses. Voyons ce qu'il nous dit Alain Mabankou, écrivain franco-congolais, sur le même sujet, la relation entre la littérature nationale dans le contexte du XXe siècle. Il nous dit, dans le terme littérature nationale, il existe presque comme une contradiction. La littérature, qui est censée dépasser le cadre géographique, l'étroitesse du regroupement et la nation qui, elle, suppose, selon le sens étymologique de la naissance, désigne un groupe humain d'une même origine et ayant en commun une langue, une histoire, une religion, une culture, et même une origine ethnique qui le différencie d'une autre nation. Et lorsqu'on étend cette notion de nation sur le plan sociologique, la définition de la nation recommande l'existence d'un désir de vivre ensemble. Et cette dernière définition d'Ernest Renan, de cette acceptation de vivre ensemble, nous ayant entraîné ces temps-ci dans des débats sur la question de l'identité nationale avec des conséquences et les extrémismes que nous connaissons. Et il continue, dans ces conditions, la question de la littérature nationale est très politique, voire démagogique, surtout lorsqu'il s'agit bien sûr des auteurs de l'Afrique. En effet, parler des littératures nationales reviendrait alors à reprocher à ces écrivains, par une voie détournée, le mépris ou la non-utilisation de leur propre langue au profit de celle des anciens colonisateurs érigée comme langue officielle. Une littérature congolaise d'expression française ne saurait alors être qualifiée de littérature nationale, nous dit-il, puisque charriée dans une langue étrangère, une langue qui ne pourrait comprendre certains codes des réalités locales. Dans ce cas de littérature nationale, on parlerait même d'un rêve d'une littérature plutôt nationaliste, valorisant ce que semble-t-il fondrait une nation. Donc, faisons le point où on a littérature nationale, question de la langue, les littératures mineures, les grandes littératures, la question politique d'ethnicité. Et là encore, au XXe siècle, on a un autre terme, moderne, témoignant de la... Ragazzi, microfoni, per favore. Merci. Donc là, à tout ce bouillon, on a encore un autre terme, celui de littérature monde en français, un terme qui témoigne de la mondialisation du XXe siècle. Ce concept de littérature monde a fait verser de l'encre depuis sa première conceptualisation et nombreuses sont les réactions. Concernant l'histoire de ce terme, il convient de remonter à 2004, année où Michel Legris publie un premier article dans le Magasin littéraire. Et depuis sa première conceptualisation dans ce cadre, elle a connu une carrière fulgurante. Une pétition a apparu dans Le Monde en 2007 et quelque temps après, un volume avec les principaux signataires du manifeste. Le ton
et prophétique, le discours fortement idéologisé. Donc, en effet, en 2007, la plupart des prix littéraires ont été décernés aux écrivains nés en dehors du Hexagone. Et voilà ce qui nous dit le bris. Révolution copernicienne. Copernicienne parce qu'elle révèle ce que le milieu littéraire savait déjà sans l'admettre. Le centre, ce point depuis lequel était supposé réunir une littérature franco-française, n'est plus le centre. Le centre jusqu'ici, même si de moins en moins, avait eu cette capacité d'absorption qui contraignait les auteurs venus d'ailleurs à se dépouiller de leur bagage avant de se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire nationale. Le centre, nous disent les prix d'automne, est désormais partout, aux quatre coins du monde. Fin de la francophonie et naissance d'une littérature monde en français. Donc, de manière condensée, on dirait que la question de la littérature monde permet d'aborder autant de phénomènes de la chose littéraire de nos jours, celle de l'ailleurs et d'un exotisme souvent facile, celle du marketing littéraire, de la domination des États-Unis dans le monde et de tout un paratexte festif qui transforme la culture en un événement constant et lassant. Les défenseurs de la littérature monde parlent d'un postulat problématique, à savoir un lien entre la langue et la nation, qui n'a, dans le cas du français, jamais existé. À cela s'ajoute une certaine glorification de l'ailleurs, laquelle est inspirée par le monde anglophone, où cependant la notion de world literature est tout aussi contestée. Donc, ceci dit, revenons à nos moutons. Dans ce contexte théorique, on va essayer de voir comment on peut définir ces auteurs roumains qui ont choisi d'écrire en français. Mais tout d'abord, on va se pencher vers l'histoire pour comprendre quelle est la relation entre la Roumanie et la France. Donc, ces relations sont anciennes, comme vous le voyez. C'est en 1396 que le chevalier de Jean de Nevers, fils du duc de Bourgogne, luttèrent contre les Turcs aux côtés des soldats du prince de Valachie, Mircea cel Bătrân, Mircea le Vieux, dit-on en français. Au XVIIe, XVIIe et XVIIIe siècle, les relations franco-roumaines s'intensifièrent, notamment par le biais de nombreux commerçants et intellectuels français qui voyageaient dans les principautés roumaines. En 1762, le diplomate et écrivain Claude-Charles de Péissonnel proposa la création d'une représentation française dans les principautés roumaines, souhait qui ne sera réalisé que 30 ans après. Donc un consulat dans les principautés roumaines. Au XIXe siècle, la plupart des étudiants roumains font leurs études à Paris, acquérant ainsi les riches connaissances qui étaient prodiguées, mais aussi des idées modernes de renouveau politique et social. En 1846, les étudiants roumains fondent dans le quartier latin ce qu'on appelait Société des étudiants roumains de Paris, dont le président élu sera le prince Chica, le secrétaire Cea Rossetti, et qui comptera parmi ses membres, entre autres, Dimitrie Bolintinanu, Mihail Cogălnicianu, Nicolae Bălcescu, donc les figures les plus importantes de la société, de la politique, des lettres roumaines du XIXe siècle, qui seront autant de figures de proue du mouvement révolutionnaire de 1848 dans les principautés roumaines.
Intéressant de savoir que le poète Alphonse de Lamartine acceptera d'en être le président d'honneur et il deviendra par la suite ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement révolutionnaire provisoire. Après l'union de la Moldavie et de la Valachie en 1859, appuyé chaleureusement par la France, le poète Vassili Alexandri, envoyé par le prince Couza à Paris, est reçu par Napoléon III et le ministre des Affaires étrangères Walewski. Entrevue qui ouvre la voie aux nouvelles relations diplomatiques entre Roumanie et la France. Les rapports entre la Roumanie et la France ont connu un essor particulier après la Première Guerre mondiale. En septembre 1944, le gouvernement roumain reconnaît le gouvernement provisoire de général de Gaulle. La France a manifesté tant sur le plan officiel qu'au niveau de l'opinion publique sa sympathie et sa solidarité envers la révolution roumaine de décembre de 1989 qui a entraîné la chute du régime communiste. Toute cette longue histoire a été célébrée en 2019 par la saison France-Roumanie 2019, organisée successivement dans les deux pays et qui a donné une large place au contenu innovant et pluridisciplinaire. L'identité graphique que vous voyez en diapositive parle des pays frères, à défaut d'être voisins. La Roumanie et la France sont similaires sur bien des points. Toutes deux langues latines, leurs cultures respectives n'ont eu de cesse de se rencontrer, d'échanger et de se mélanger. En résulte une troublante symétrie où résonne une histoire deux fois millénaire, souvent mouvementée, parfois commune, mais jamais banale. De la genèse de l'Empire romain à la concrétisation du projet européen, le couple franco-roumain a démontré une solidarité à l'épreuve du temps et des clichés. C'est justement l'allégorie de ce couple passionné, surprenant et multiple que l'agence Super a mobilisé à travers une campagne, un jeu de miroirs articulé autour de ces deux visuels. Leur réflexion, aussi stratégique qu'humoristique, a abouti à la formation de deux couples a priori hors temps ou disons anachroniques, mais habilement connectés dans une symbiose attendrissante. Donc, je vous propose maintenant de faire une pause et d'aller sur le lien que je vais vous mettre dans le chat. OK. Donc, le chat. Oh là là, vous êtes... on n'en a pas le chat? Oh mon Dieu. Oui, oui, bien sûr, il y a. Je la vois. Ah, mais on a dit chat disabilitata. Alors, on ne peut pas écrire. Comment faire? Essayons autre chose. Je vais vous devez aller sur mentimeter.com. Oui. Non, ça va pas le chat. Je sais pas pourquoi. Oh. Non, c'est, je crois, non, on ne peut pas écrire. Non. Donc, si vous allez sur www.menti.com et vous introduisez le code 36 86 83 4,
J'ai Oui. une question pour vous. 36, 86, 83, 4. 3, 6, 8, 6, 8, 3, 4. C'est le code. J'ai une question pour vous. Qui reconnaissez-vous sur cette photo? Les visuels que je vous viens de montrer. Hmm. Euh, Alors, un moment que je vais contrôler si les étudiants, vous devez vous connaître à www.menti.com et, et vous devez cliquer sur le code 36 86 83, 4. 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un du département pour voir pourquoi ça ne va pas le chat? Parce que effectivement, j'aurais une deuxième question. Sì. Bon. Scusate, mi rivolgo all'assistenza, Unifortunato, se ci potete aiutare in questa cosa. Non va la chat, la professoressa avrebbe bisogno della chat. Vediamo se qualcuno... no, non si riesce proprio a... Alors, j'ai essayé de faire, mais on ne voit pas la photo. Non, mais la photo était... Ah, ok, dans la... Voilà, c'est ça, ok. Chat active, ok. Alors, vous pouvez utiliser la chat. Donc, je veux mettre le lien. Voilà, Merci c'est ça. beaucoup. Grazie mille, assistenza, grazie. Le lien va vous importer sur une question. Qui reconnaissez-vous dans cette photo? Je suis vraiment très, très curieuse de savoir. Je vous laisse un moment et puis je vais partager les résultats avec vous. C'est le visuel de la saison France-Roumanie que je vous ai parlé un moment. Cette idée d'avoir des couples en miroir. Donc, apparemment, il y a quelqu'un du côté français, il y a quelqu'un du côté roumain. Laissez-moi voir. Ah, d'accord. Donc, Il y a eu des réponses? oui, les Bien sûr. réponses sont ici. Donc, vous pouvez voir. Bon. Donc, oui, c'est Edith Piaf, Maria Tenace et il y a quelqu'un de ma part, Napoléon, très bien, Dracula. Donc, voilà, vous avez tout, absolument tout deviné. Je vous en prie de laisser cette fenêtre ouverte car il y aura une deuxième question à la fin de cette présentation. Donc, Napoléon est le plus reconnu. Le mot qui est le plus gros, ça veut dire qu'il a reçu plus de réponses. Multiculturalisme, très bien. Là, c'est intéressant. Hein? Relation. Allez-y, allez-y, ça fait du bien. Napoléon. Donc, voilà, apparemment, dans ce visuel, le public français a découvert sous peu une Edith Piaf littéralement aimée entre les bras de comte de Dracula. Et côté roumain, c'est son homologue, Maria Tenace, qui se laisse embrasser par Napoléon. Le parallélisme de cette saison
croisée est parfaitement illustrée par ce choix des figures masculines et féminines, et plus encore voilà, de cette belle exemple de belle latine au destin et le code. Mais là, link-ul trebuia să vă ducă direct unde trebuie, nu mai era nevoie de cod. Nu se deschide, mă întreabă. Nu se deschide. Alors, le code est 36 86 83 4. Voilà. Merci. Bon, merci. Donc, je reviens à mon présentation. Donc, tout au long du 19e siècle, les pays roumains traversent une période de croisement des cultures et de symbiose des deux modèles culturels. L'influence orientale subit depuis des siècles cède le pas devant le défi de l'Occident. Et les femmes ont participé activement à ce processus de modernisation et d'orientation vers l'Ouest, les unes par l'activisme social, d'autres par la plume. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est une période de grande émulation intellectuelle pour les femmes. C'est un moment marqué par leur entrée dans la vie professionnelle, par leur accès aux études supérieures et même par leur engagement politique. Un nombre croissant de femmes se consacrent à la littérature, devenant traductrices, critiques littéraires, écrivaines, etc. Je me pencherai ici sur ces trois femmes, Princesse Bibesco, Dora d'Istria et Anne de Noailles. Trois femmes et autant d'itinéraires culturels de femmes d'exception, des femmes roumaines, des femmes de lettres et de salons, des écrivains françaises. Trois cas intéressants et convergents puisque toutes les trois ont choisi d'écrire en français des textes qui ont trait de leur identité nationale en majorité de la Roumanie. Même dans le cas d'Anne de Noailles, qui naît en France de père roumain, ces textes sont imprégnés d'une tristesse profonde et de quelque chose de lointain, perdu à jamais. Mais plus qu'Anne de Noailles, Dora d'Istria et Marthe Bibescu, roumaines de naissance, choisissent la scène parisienne, quittent la Roumanie, écrivent en français et deviennent écrivains françaises. Capitale littéraire du 19e siècle, Paris attire l'intelligentsia roumaine du 19e siècle. Côté hommes, femmes, tout le monde y va. Elle est la destination rêvée des intellectuels roumains, de surcroît francophones et francophiles. Je vais commencer avec Dora d'Istria, vous allez voir pourquoi. Elena Ghica, de son nom, connue sous le pseudonyme Dora d'Istria, est une écrivaine roumaine de famille illustre de l'aristocratie roumaine de Bucarest. Il faut dire que Elena épouse un prince russe de son nom Alexandre Golzov-Masalski, le suit en Russie, à Saint-Pétersbourg, où, devenue déjà Elena Ghica-Koltsov-Masalski, écrit beaucoup. Elle choisit d'écrire sous le pseudonyme de Dora d'Istria, en traduisant l'amour pour le Danube, amour du pays, on pourrait dire, donc un pseudonyme patriotique. Dès 1860, elle reste en Italie et en 1870, elle s'installe définitivement à Florence.
Elle déploie ensuite une extraordinaire activité ethnologue et folklorique qui puise dans le folklore balkanique, roumain, albanais, serbe, bulgare, grec, que sais-je, avec comme sujets principaux le nationalisme albanais, les chansons populaires, les coutumes suisses et les antiquités grecques. Doradistria Gica n'a écrit qu'en français. Toute son œuvre est en français, même les lettres qu'elle envoie à son frère en Roumanie sont écrites en français. Par sa plume prophyllique, Doradistria fit connaître la cause roumaine dans la future Roumanie dont elle décrivit au moindre détail les mœurs et les coutumes. Mais Dora parlait aussi du problème des nations de Balkans, roumaines, grecques, sous occupation ottomane et leur émancipation. Plus qu'écrivaine nationaliste ou folklorique, Doradistria est aussi une écrivaine féministe qui a écrit sur la condition des femmes, notamment dans l'œuvre Femmes en Orient ou Des femmes par une femme. Que ce soit des femmes de l'Orient ou de l'Occident, Doradistria parle du vrai rôle de la femme dans la société, l'émancipation, les préjugés, etc. Elle nous dit, si l'on met en regard une Anglaise, une Grecque, une Hollandaise et une Roumaine, on trouvera sans doute que nos pères n'ont laissé à leur campagne qu'une part d'action et d'influence trop peu considérable. Anne de Noailles, à la différence d'Oradistria et de Marthe Bibesco, bucarétoises toutes les deux, Anne de Noailles est française, elle naît à Paris, du père roumain et d'une mère grecque. La comtesse Anne-Elisabeth Brâncoveanu est une poétesse et romancière d'origine grecque et roumaine, issue d'une grande famille comptant des poètes et des gens de lettres. Descendante des familles des boyards Bibescu et Craioveș de Roumanie, elle est cousine de Marthe Bibescu. Elle fut la première femme commandeur de Légion d'honneur. L'Académie française nomma un prix à son honneur et elle aussi a été la première femme à être reçue à l'Académie royale de Belge. Anne de Noailles a écrit 3 romans, Visage émerveillé, La Nouvelle Espérance et La Domination, un recueil de nouvelles sur les relations entre les hommes et les femmes, bien sûr, une autobiographie et de la poésie, des vers lyriques. En effet, le lyrisme féminin est à son apogée à cette période de l'avant-guerre. Les femmes veulent s'exprimer dans et par l'écriture. Voilà. Marthe Bibesco, Princesse Bibesco, Lucille Descaux, nom de plume, différentes orthographies, vous la trouvez en maintes variantes. Née Marthe Lahovar, princesse par son mari, est une écrivaine, femme politique et femme de lettres d'origine roumaine née à Bucarest. Elle a seulement 6 ans quand son père est nommé diplomate à Paris, où elle s'installe avec sa famille. Donc, elle parle le français avant d'apprendre le roumain. Elle épouse le prince Georges Valentin Bibescu, issu d'une des familles les plus distinguées de Roumanie. Et donc, par cette alliance, elle est cousine avec Anne de Noailles. Elle publie en français un roman consacré à son pays, Izvor, le pays de Sol. Elle commence sa carrière d'écrivain par un récit de voyage, Les 8 paradis. Mais cet Izvor, qui est un ouvrage imprégné du folklore roumain, des traditions et des superstitions de son peuple, sa carrière va avoir beaucoup de succès après Le Perroquet vert,
publiée en 1924, qui est une peinture de milieu russe en exil. Elle écrit beaucoup, plusieurs sortes de récits de voyages, feuilletons populaires, contes, nouvelles, articles, etc. De ces trois femmes écrivains que j'ai choisies, Marthe Bibesco est la seule de vivre effectivement de ce qu'elle écrit à Paris, donc ça va lui gagner son pain. La Seconde Guerre mondiale, elle la trouve dans son pays, puis elle erre à l'Istanbul, à Bucarest, avant de se fixer définitivement en 1945 à Paris. Elle ne possède plus rien. Sa maison est détruite par les bombardements des Allemands et tous ses biens sont confisqués par les communistes. Donc, elle parvient à fuir le pays et c'est jusqu'à sa mort qu'elle va rester à 45 quai de Bourbon, l'île Saint-Louis, dans un appartement qui lui a laissé son cousin, le prince Antoine Bibesco. Marthe Bibesco est élue à l'Académie royale de Belgique en 1955. Donc, elle va prendre la place tenue auparavant par sa cousine Anne de Noailles. Elle est aussi nommée chevalier de la Légion d'honneur. Ce qui est très intéressant à savoir sur Marthe Bibesco, ce qu'elle écrivait dans son journal en roman, en anglais, en allemand, en français, mais son œuvre, elle l'a rédigée dans cette langue de son choix qui est le français. Panaïtis Strati, un écrivain roman d'expression française, qui est un conteur né, qui décrit dans son œuvre une vie difficile, riche, authentique, habitée de chaleur humaine. Il revient toujours à son enfance, en cet espace de son enfance, celui des Balkans, qui serait le théâtre de ses récits, et Mille et une nuits, son modèle narratif. Il a un style sensible, vivace, à caractère cursif et tout à fait oral, avec une grande présence d'expressions populaires roumaines dans ses aventures originales, qu'il garde en roumain, en italique. Donc, il raconte des histoires fascinantes tirées du monde des ports danubiens et bien sûr du sous-prolétariat. Il parle également de la misère et de sa vie, la littérature est un espoir, une force de continuer. Je vous ai préparé quelques exemples. De son vivant, Panaïtis Strati n'a autorisé aucune traduction faite par quelqu'un d'autre de son œuvre. Il a essayé de traduire son œuvre en roman. Ce sont des extraits de Codine qu'il a écrit tout d'abord en français. Donc, comme je disais, de son vivant, il n'a autorisé aucune traduction en roman en disant qu'aucun traducteur ne saurait le traduire comme tel. Donc, il fait des efforts pour réécrire ses œuvres en roman. On reconnaît bien sûr des transpositions simples du texte d'une langue dans une autre, mais également on peut repérer à de nombreuses reprises des extensions sémantiques, des réductions, des groupes incidents, des transpositions ponctuelles. Donc, le premier exemple est tiré du deuxième chapitre de Codine et dans le texte français. Une précision supplémentaire est donnée pour marquer le cadre émotionnel dans lequel l'événement a eu lieu. À l'époque la plus consciente de mon enfance, cadre
qui manque tout à fait dans le texte roumain parce qu'il est implicite. Le narrateur poursuit en français en évoquant les moments et les lieux exacts de ces déménagements successifs. Il dit à Saint-Georges et à Saint-Démètre, au printemps et en automne. Donc, alors que dans le texte roumain, seule l'action de déménager est indiquée, dépourvu de tout cadre spatio-temporel, comme si l'écrivain racontait son histoire à quelqu'un qui la connaissait. Donc, il n'y avait pas besoin de donner des détails. En d'autres occasions, on peut observer que l'auteur fait des choix complètement différents, préférant une variante métaphorique à une description technique ou factuelle. C'est ainsi que dans le troisième exemple que vous voyez, le quartier de Komorovka, qui dans la version française est simplement qualifié comme malfamé, le quartier, le malfamé de la banlieue, se teinte d'une charge émotionnelle beaucoup plus puissante en roumain, où il devient un quartier célèbre par ses couteaux. Cea vestită prin cuțitarii ei. Donc, pour en conclure, tout laissait à penser que les Roumains, qu'ils se montrent respectueux ou non du français classique, n'ont pas ou peu connu cette relation hiérarchisée avec la France qu'ont dû subir les écrivains des anciens pays coloniaux et bien d'autres écrivains francophones non français. De manière significative, aucun Roumain n'est signataire du manifeste pour une littérature monde en français, ni ne contribue à l'ouvrage collectif pour une littérature monde dirigé par Michel Lebris. Alors que Corinne Fournier-Kis nous dit quelques autres personnalités littéraires de l'Europe centrale, telles Brina Svit d'origine slovaque ou Eva Almasi d'origine hongroise, l'ont fait. Est-ce à dire que la révolution copernicienne annoncée par le manifeste, celle d'une langue libérée, à savoir française, de son pacte exclusif avec la nation, irait de soi depuis longtemps pour les Roumains francophones qui semblent quant à eux avoir systématiquement bénéficié de la pleine reconnaissance de la France. Quoi qu'il en soit, peut-être est-il plus judicieux de considérer la littérature roumaine d'expression française sous l'angle de la littérature mondiale, world literature, plutôt que sous celui de la littérature monde. Il s'avère vain de vouloir inscrire ces auteurs dans des filiations nationales ou linguistiques, qu'elles soient roumaines ou françaises. Matei Vișniec, l'un des écrivains modernes, roumain d'expression française, qui reconnaît avoir été influencé par l'écriture de ses pièces de théâtre en français par des Beckett et des Ionesco, ne se réclame-t-il pas tout autant de Tchekhov, le premier à avoir dynamité le langage théâtral du XIXe siècle? Et pour en finir, je vous ai mis quelques noms. C'est bien sûr Eugène Ionesco, qu'il y a 3 années, j'ai eu une conférence à Brest et j'étais vraiment étonnée d'apprendre qu'il y avait des Français dans la salle qui ont été très étonnés pourquoi parler de Eugène Ionesco. Ils ne savaient pas qu'il était né en Roumanie. Tristan Tzara, que vous connaissez bien sûr, également roumain, Dumitru Țepenag, qui a bien traduit le roman d'Alain Robbe-Grillet que j'ai mentionné hier.
est l'une de mes écrivaines préférées de nos jours, Irina Teodorescu, que je vous invite à découvrir, notamment son roman Les étrangères. J'en suis sûre que vous allez l'apprécier. Donc, j'ai une dernière chose à faire. Je vous invite également d'aller sur le lien précédent. Je veux le mettre encore une fois dans le chat pour qu'on fait les conclusions ensemble. Vous allez retrouver ici une question. Une idée à importer. Si vous deviez choisir un seul mot de cette présentation et de ce qui s'est passé aujourd'hui ici, vous pouvez le faire. Le lien devra vous ramener directement sur la diapositive. Allez, courage. Alors, je partage avec vous. On a une première réponse. Irina Teodorescu. J'en suis vraiment contente. L'unité. Il y a bien sûr une similitude entre les cultures français et roumain. On parle une langue latine, tout comme les Italiens. On fait partie de la même famille. Allez. Je vais me contenter avec ces deux réponses. Je vous remercie. Et bon, merci, Honorina. Ça a été vraiment, vraiment une intéressante étude et présentation aussi, en nous proposant avant tout un panorama sur les littératures de langue française, puis le concept de littérature monde qui a provoqué beaucoup de réactions dans le monde intellectuel, puis le rapport entre Roumanie-France, très ancienne. Et aussi, ce que j'ai noté, c'est les femmes qui écrivent en langue française, beaucoup de femmes, donc, que je ne connaissais pas tout, du tout, en effet. Et aussi, la chose plus étonnante, c'est que existe aussi beaucoup d'auteurs mineurs, en effet, pour nous. Qu'on ne connaisse pas. En effet, on connaît les plus, comment dire, les plus traduits, en effet. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Et même le parallélisme que vous avez fait de la traduction, donc les émotions transformées, transposées dans une autre langue qui manque quelquefois, ça, c'est vraiment très précieux. Hein, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et donc, je vous remercie beaucoup, vraiment. Et à ce moment-là, je invite les étudiants à poser quelques questions parce que je crois qu'il y en aurait beaucoup. Hein. Donc, Merci beaucoup. je laisse la parole aux étudiants et je peux ouvrir la discussion. Donc, si quelqu'un a des questions à poser. Hein. Bonjour. 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 Au lieu d'une question, je voudrais faire une remarque.
D'accord. Et avant tout, j'ai vraiment apprécié votre diaporama. Et je crois que la comparaison que nous sommes en train de faire avec la Roumanie est une belle opportunité pour nous mesurer avec des réalités différentes. Et je vous remercie car c'était très intéressant et ça nous a permis d'augmenter nos connaissances sur ce sujet. Donc, ça fait du bien considérer tout ça pour avoir un lien en quelque sorte avec d'autres pays. Merci, merci beaucoup pour cette remarque. En effet, on a des écrivains roumains d'expression étrangère différentes. Il y en a des écrivains qui ont écrit en allemand, en espagnol. On a également des écrivains roumains qui ont choisi l'italien comme leur langue d'expression. Il y en a des écrivaines modernes, toujours des femmes, qui publient en Italie. Donc, cet effet de mondialisation, ça se traduit également par le choix d'une langue étrangère pour traduire le lyrisme, les sentiments, etc. Oui, c'est remarquable. Merci, merci beaucoup pour ce commentaire. Je vous en prie. Nous voulons aussi vous remercier pour cette présentation. Vos élèves ont eu une course sur les écrivains roumains d'expression française, mais je dois reconnaître que je ne savais beaucoup de choses sur les relations roumaino-français et ces choses ont été très intéressantes pour moi de trouver et d'écouter. Merci beaucoup et félicitations. Elena. En effet, j'ai introduit ce cours il y a 3 années. Je proposais ce cours d'écrivain roumain d'expression française et les échos sont très positifs. Donc, Bon, est-ce qu'il y a encore quelques questions ou quelques remarques à faire, quelques commentaires? Honorina, I'm sorry, I just wasn't able to follow all your lesson, but I did because I had some internet problems, that happens. And yeah, that's okay. But what I did get is that I'm sorry that we didn't do a class together with those writing, in English of people of other origin. For instance, Italian people writing in English. That might be a good idea for a follow-up. Yes. Yes. So we have found the right topic. Yes. What I'm interested, I've been working on and I'm interested in is that, do you think that the Romanian writers, when they write in French, reflect some concepts and linguistic structures of Romanian in French? Yes, they do, in fact. And in my research, I have discovered that this is a question that bothers us, those who research and come up with theories. But for writers, this isn't question of any substance. And Irina Teodorescu, that I was talking about, she said that Romanian is the language of her childhood, and all her memories are in Romanian. Mm-hmm. And I had this example of Anne de Noailles, who wrote only in French, but the Romanian reader can't understand a lot of cultural bond terms from there. Sure. Panaitistrati, when he wrote in French, he would leave Romanian words
bolded or, Oh, yes. and then he would explain them at the Sure, bottom sure, of the sure. page, what Sure, they meant, but he wouldn't translate them. sure. The other concept that we worked on, which was quite interesting, was world literature. Yes, it's true. Nowadays, we have nationalities. I've been working on post-colonial literatures in English. I mean, they're all the world. What am I speaking about? Is this author English because he writes in English, or is he Indian, or is he Caribbean, and so on? I don't think this, it is connected to one culture, but it's through another language. And so maybe it is true that we can't just speak of nationality anymore, especially when, in what you said today, a writer is using another language which is not his or her native tongue. So this concept of world literature, I mean, we're working on it in Italy as well. World literature, you know, English people are what they are. World literatures in English, not in French. And French came with this term littérature monde en français, like a mirroring of the English term. Sure, sure. Regarding the case of Romanian-born writers who wrote in French, and especially those of second half of 20th century, who were in exile, whether they left the country or whether they were forced to leave it. Sure, sure. There is another question of regaining them and reintroducing them into the Romanian literature. Sure. So there is another issue, whether we consider them Romanian writers or not. Yeah. So you see, there are different perspectives to approach this issue. Absolutely. And it is important today because we are talking about this big family of a world that we are, and the online brought us even more closer. So sure, that is absolutely true. Look at us, we would never have been able to put this together in a face-to-face. Yeah, absolutely. It would have implied some costs and some time, and that would be the bright side of the online. Let's see the bright side of it. Listen, before we go on, I also had to solve a problem because the person who is supposed to speak tomorrow, Francesca D'Angelo, is busy tomorrow because she has to have at that time the vaccine and she can't say no. That is a very important thing to do. So I told her to go and get the vaccine. She said, if I can, I'll come. I said, no, we can't do that. So I asked the person who is going to speak on Monday, the Spanish lesson, to have it tomorrow. Is that all right with you? Yes, absolutely. Okay, so Veronica Fajardo is going to speak tomorrow morning. Veronica, I will let know our French teacher. And do you think that the discussant will be able to be there? Yes, absolutely. Okay. We will make sure. I'm sorry, but we cannot wait that she comes back and maybe. So I'm going to tell her that she'll do it on Monday. So we'll just reverse the two things. Hopefully she'll be doing it. If she's not doing it, I'll do it. Okay, so we're not going to do it because there are no side effects. I got my first shot and second shot, and I'm still alive. Look at me. So. Okay, no, I mean, we're here in Benevento. We're having the shots. Claudia has had it. We're having the shots now. So we have to go. We can't delay it. So
I thought it was Absolutely. better, and thanks to Veronica that she's going to switch tomorrow. And so the students present know that tomorrow we're going to have the Spanish class, all right? Okay. Okay, thank you. Sorry for this interruption, but then if students leave tomorrow, they see another person, it's not English, it's Spanish, and they can be upset. That's okay. There is no problem. I'm very happy to see such a great number of students present. Honorina, going back to the world literature, Okay. a huge volume has come out in Italy, in Italian, on the novel in the 20th century. So you understand that, and it is made up of literatures from all over the world. Now, I did the part on Canada, Australia, and New Zealand. The point was, the Canadian writers, Ondaatje, is he Canadian or is he Indian? I quarreled with my colleague who was doing India. Rushdie is Indian or American? English. You understand what I mean? Yes. If they were born there, or where they were born, or where they are living. Yes, this is a debate. It is not closed. No, it is still debating. No, I wanted to say that some authors are in more than one chapter and from different perspectives. They're all writing in English, obviously, but we were quarreling who had to speak about whom, you know, in a huge volume. It's 1,500 pages, you know, the novel, the world novel, world literature, as you understand. Who was going to deal with whom? So, imagine Romanians would ever have to take this question regarding Eugene Ionesco. Yes. Imagine that. Imagine that. Yes. 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 I mean, yes. Everyone wants Ionesco. You understand that? Yes, but the thing of his deconstructing discourse. Yes. This is because he's bilingual, and this is because he shares two identities. Yes. And that is important. Yes, but Ionesco was bilingual. Conrad, Joseph Conrad, was not bilingual. And if you read his novels, you can tell that he's not English. And if I had said this 20 years ago, they would have said, you're crazy. Now we can say it. Yes. Now we and can prove consider it. You approve this, don't you? You know yes. what I mean. Yes, absolutely. You said, Conrad, you know, you say, Joseph Conrad, who cares where he was born? He's English. He writes in English. He's English. English literature, in the history of literatures, you have Joseph Conrad. Ionesco. Where are we going to put Ionesco? In Romanian? Why? Why Romanian literature? He's not writing in Romanian. Well, he wrote some pieces in Romanian. Yes, I know. But in early years. Of course, he is a Romanian-born French writer. A Romanian-born French writer. Okay. A Romanian-born French writer, or a Honorina, or a Romanian-born writer who chose to write in French because he wanted a larger readership. Well, he hadn't thought of that. He was in France and he just published in French. So no, but I'm saying that for the students, you can change perspective as you say it. Yes, you have to be open and just, you know, literature is a story for you to enjoy. So all of these theoretical approaches, they don't matter. If I were to say something to my students, know it already. The main point is to read. Just please do read, no matter the language, no matter books you choose. Just read.
This is the most important thing to do. Oh, Norina, you all agreed that we should all read UNESCO, whatever writer is. Yeah. Anyway, we should all have read the UNESCO and, Yes. and gone to the theater to see his plays. I mean, that is absolute. In any language he has written, just to get back to what you were saying. To the point. The point, a good book is a good book is a good book. So it doesn't matter in which language it were, it will always pass. It will always arrive in some way. And I'm sure that many of the students don't even know that Ionescu was born in Romania. You understand what I mean? Yes, I do. My colleagues, researchers didn't know that. I mentioned it earlier. I went to a conference in Breslau. It was happening in France. And I was talking about these Romanian writers that choose French. And they were so amazed. And they told me, why are you talking about Ionescu? Because he is Romanian. Voilà. Voila. I would like to ask students, those who would like to take a photo with us, to open their cameras just for a shot, yeah. Please. Family picture. Video, video. Come on, a video shot. Hi. Aha, Elena. I'm alone now. Okay, I'm alone. I'll hide the non-video participants and then we will have a picture together. Thank you. Okay. We have even a very young student. Yes. Everyone say cheese. Yes. And I will take one more to be sure. And then we'll share. Okay, thank you. Tatiana, ia mâna de pe cameră. Așa. Great. Thank you very much. Thank you. I would like to bring another example in this matter of different nationalities. Actually, it's a very popular one and famous, like the case of Kazuo Ishiguro, the writer who took the Nobel Prize. He is born from Japanese parents, but he wrote only in English. And actually, he studied in English, both his bachelor's and his master's degree. And even though he wrote only in English, his work cannot be considered like culturally English, because many of his Japanese readers can relate to his works culturally so much, even though he was born and raised in England and he wrote only in English. So just because he was born in England, he was still Japanese because he was born of Japanese parents, both mother and father. I think with Eugen Ionescu, yes, it's a subject more complex because his mother, from what I know, she was French and his father was Romanian, which makes the story a little bit complicated. But I think just the country where a writer is raised doesn't affect that much his writing. Of course, culturally speaking, we will see some nuances, but I think the nationality of a writer is given by his or her parents. This is our student, Elena Voroshoiu, who is major in French and minor in Japanese. Okay. But she's very fluent in English. So. Tatiana, we English include Ishiguro in our programs, so you understand. You write in English, you belong to the British world. I'm sorry. I understand what you mean, though. I perfectly agree with what you said. But what happens is, if you want to read on Ishiguro, you go to literatures of English, not literatures of Japan. Yeah, that's perfectly true. But what I wanted to say is that just because he wrote in English doesn't make him less Japanese. Oh, absolutely, absolutely, absolutely. I agree with that. Okay.
That was a Voilà. great chat. Bon, A te, Claudia. voilà. Je retourne en français. Hein. Oui, oui. Et donc, Sorry, est-ce I'm que- sorry. It's me. Non, non, non. C'est mieux, c'est mieux. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a des questions à poser ou des commentaires à faire? Ou sinon, on peut remercier encore. Je voudrais dire Ah. quelque chose. C'était très intéressant et très utile pour moi aussi aujourd'hui. Et comme je suis votre cours, Honorina, et je peux dire que j'ai découvert beaucoup de choses sur Panaïti Strati et sur Guida Carabina, et c'était très intéressant de découvrir cette mélange culturel, pas seulement roumain et français, mais aussi turc et russe aussi dans cette œuvre. Et c'était très intéressant aujourd'hui écouter et comprendre quelque chose mieux. Merci beaucoup. Merci, Tatiana. Je suis d'accord. Merci, Mario. Voilà, c'est vraiment très intéressant le mélange des cultures, des littératures et aussi des langues. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Hein. Il y a toujours un enthousiasme à la base de ce multiculturalisme. Yeah, absolutely. Voilà, ok. Alors, nous pouvons terminer ici cette belle et très prégnante séance français-anglais. Merci à toutes et à tous. Merci, Honorine, encore une fois pour cette belle présentation. Et alors, nous nous verrons demain à la séance espagnole. Espagnol, oui. Oui, c'est Oui, ça. c'est bien décidé. Merci beaucoup, Claudia, et à tous les étudiants et étudiantes qui m'ont passé des commentaires. On se revoit donc demain pour un cours d'espagnol. Merci. In Merci à italiano, tous. grazie mille. Grazie Grazie mille. del Arrivederci. lavoro di oggi. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Au Au revoir. revoir. Merci à Au vous. revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Onorina, in rumeno, au revoir. La rivedere. La rivedere. La La rivedere. Ah, rivedere. Ok. ciao. Pa. Opa. Pa. Opa. Pa. Voilà, c'est plus simple. Oui, oui, c'est simple. Ok. Papa. Pa. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow.